Donc, bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Esplat, je suis responsable des partenariats avec les experts comptables chez QuickBooks. Avec notre partenaire Libéo, on travaille en permanence en fait, avec des cabinets d'expertise comptable et on a considéré que c'était un peu quelque part de notre devoir de devoir organiser ce webinaire pour faciliter les échanges, pour adresser deux problématiques que la plupart des experts comptables auxquels font face actuellement les experts comptables, à savoir comment traiter le volet social convenablement avec leurs clients, ça amène pas mal de questions, et également les aspects purement financiers, donc avec la logique notamment des prévisionnels de trésorerie pour faciliter la vie des clients. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité créer cette plateforme d'échange. Donc on va faire intervenir différents participants un peu spécialisés là-dedans pour pousser à la réflexion. L'objectif, c'est pas de dire à quiconque comment faire, c'est plutôt encore une fois d'essayer de traiter les questions que la plupart des experts comptables sont en train de se poser actuellement pour pouvoir faciliter le traitement chez les clients. Donc on a structuré ça en deux parties. Donc il y a tout d'abord un volet, je dirais, social, et ensuite il y aura un volet financier avec la logique de prévisionnel de trésorerie. Et à chaque fois, donc, on va faire intervenir différentes personnes et différents experts là-dessus. Alors, avant de démarrer, vous avez normalement tous sur la partie droite de votre écran, ou parfois c'est en bas, la possibilité dans un petit module de chat de poser des questions. Donc, n'hésitez surtout pas à l'utiliser pour poser les questions au fur et à mesure. Et en fonction de la catégorie en fait, des échanges, on prévoira un petit moment pour y répondre convenablement. Alors, vous êtes nombreux sur ce webinaire. Si jamais on n'arrive pas à adresser toutes les questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous par la suite. Comme ça, on sera ravis de pouvoir revenir vers vous pour échanger là-dessus. Alors, donc, dans les deux thématiques, comme je vous ai annoncé, on va d'abord parler du social, donc avec notamment l'activité partielle et les possibilités donc, de faire décaler les prélèvements. Dans la deuxième partie, on traitera purement de l'aspect trésorerie, donc au niveau du plan de trésorerie, et les possibilités de négociation pour les reports. Avec à chaque fois un créneau prévu pour pouvoir que vous puissiez poser les questions en utilisant le box et on y répondra pour l'ensemble de l'audience. Alors en termes d'intervenants, donc vous avez Franck, le fameux Franck, qui nous confirmait, qui nous entendait bien, qui est directeur financier à temps partagé, également expert comptable dans le cabinet d'Affinity. Vous avez Alicia Sorel qui est en train de chercher à se connecter pour nous rejoindre. Elle est en charge du financement innovation chez BPI France. Vous avez Pierre Dutaret qui est un ancien banquier, qui est actuellement dirigeant de PME et qui est le CEO de Libéo. Et vous avez enfin moi-même, donc Mathieu Esplat en tant que responsable des partenariats avec les cabinets d'expertise comptable chez QuickBooks. Alors, sans plus tarder, on va passer directement sur la première partie, donc encore une fois avec cette logique de faciliter les échanges autour de l'activité partielle dans les entreprises, les bonnes pratiques à mettre en place et comment lancer ce sujet-là et ce traitement-là dans les entreprises. Pierre-Franck, je vous laisse la main pour démarrer là-dessus. Oui, donc merci Mathieu pour cette introduction. Donc comme tu le disais, le contexte de crise qu'on est en train de connaître oblige à beaucoup de travail, beaucoup de réactivité avec les clients, notamment en cette période de période fiscale. C'est pas idéal. Donc vous êtes nombreux à vous poser des questions sur qu'est-ce que je dois conseiller à mes clients, notamment sur le volet social. Le mécanisme phare que tout le monde active, qui a été largement poussé, relayé par le gouvernement, c'est ce mécanisme de l'activité partielle qui existe en temps normal, mais que l'État pousse pour cette période de crise. L'idée ici, ça ne va pas être forcément de rentrer trop dans le détail, mais d'évoquer plutôt des aspects pratiques que se posent concrètement aujourd'hui les entreprises et les experts comptables, étant donné qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce du gouvernement et qui sont parfois contradictoires. Donc, on a du mal à s'y retrouver. Voilà. Et donc, l'idée ici, ça va être de faire deux choses, d'essayer de poser un petit peu les principes importants et puis essayer de partager via le chat ou via vos questions les principes, les bons conseils que vous auriez à partager. Voilà. Franck, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce mécanisme, comment il se met en place et quelles sont pour toi les bonnes pratiques à avoir en tête?
Ouais, bien sûr. Bonjour à tous. Donc la première chose, effectivement, c'est d'inscrire l'entreprise sur le site activitépartielle.emploi.gouv.fr qui est censé nous renvoyer une confirmation d'inscription sous 48 heures, qui pour l'instant prend un peu plus de temps que prévu. Ensuite, il faudra compléter en ligne un formulaire. Alors, c'est un formulaire qu'on peut trouver sur Internet qui est téléchargeable, mais il faudra obligatoirement le compléter en ligne. Et dans lequel, en tout cas, on doit notamment exposer les raisons de l'activité partielle. Donc, il faut bien faire attention parce que pour l'instant, les décrets d'application ne sont pas encore sortis, tous sortis du moins. Donc, on y voit un petit peu plus clair sur la prise en charge des salaires, donc à hauteur de 80% à peu près au niveau du net. Donc, pour un salarié qui est en activité à temps partiel, il y aura de facto une perte de salaire, sauf si l'entreprise décide de le maintenir intégralement. Et pour le surplus, ce sera forcément soumis à charge sociale. Le salaire, l'indemnité, parce qu'on appelle ça une indemnité, sera pris en charge par l'État, pour le moment à hauteur de 8,04. Ces 8,04 seront multipliés par 4,5, devraient être multipliés par 4,5 et on attend encore le décret d'application. Donc, bien faire attention à la justification de cette activité partielle. Il y a des particularités, notamment pour les cadres au forfait, qui peuvent s'arrêter, soit totalement ou ne pas s'arrêter, mais on ne peut pas faire de l'activité partielle pour les cadres au forfait jour. Et donc, attention aux raisons qui sont invoquées, puisque pour l'instant, beaucoup d'annonces ont été faites au niveau du gouvernement. Dans la pratique, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué, et donc il va falloir être patient. Il va falloir être patient et puis je pense qu'il faut réussir à prendre des bonnes décisions. Selon toi, alors il y a plusieurs motifs qui sont invoqués pour pouvoir activer cette activité partielle. Typiquement, la baisse d'activité ou l'impossibilité de travailler à cause du confinement. Pour toi, quels seraient les bons motifs à invoquer pour ne pas se retrouver bloqué dans quelques mois? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Il y a pas mal d'échanges encore sur les réseaux. Pour l'instant, le spectre de prise en charge de l'activité partielle n'est pas encore arrêté. Il pourrait encore bouger avec le décret d'application. Aujourd'hui, une activité, par exemple, dont l'activité est autorisée par le gouvernement et qui ferme, pourrait se voir refuser l'activité partielle, le bénéfice de l'activité partielle. Je pense par exemple dans les entreprises du BTP ou certains secteurs du BTP qui sont autorisés à travailler. Donc, si une entreprise décide d'avoir recours à l'activité partielle, c'est pas le simple fait qu'elle soit une entreprise de BTP qui va faire en sorte qu'elle puisse bénéficier de l'activité partielle. Il faudra trouver forcément une autre raison. Donc, pour l'instant, le champ d'application est variable. Je peux malheureusement pas le dire autrement, mais pour les activités de restaurants, HCR par exemple, où là l'activité est forcément fermée, je vois pas a priori de raison pour lesquelles la directe refuserait l'application ou le bénéfice de l'activité partielle. Maintenant, on attend encore des retours d'expérience, des retours de marché. Il semblerait tout de même, à prendre avec des pincettes, que pour le moment, il y ait beaucoup d'entreprises qui ont été refusées. Donc, faites bien attention. Le fait de mettre ces salariés ou les clients des salariés au chômage partiel, évidemment, ne les garantit pas du bénéfice de l'activité ou de l'indemnisation de l'activité à temps partiel. Et donc, on est un peu dans l'expectative, on est un peu entre les deux eaux où effectivement des clients veulent mettre leur activité, veulent réduire leur niveau d'activité pour réduire le niveau des charges fixes et sans avoir encore la garantie derrière de pouvoir être indemnisé. C'est le cas de start-up par exemple,
qui peuvent quand même continuer à travailler, qui ont des baisses de revenus, une baisse d'activité, mais qui pour l'instant aujourd'hui n'ont pas l'assurance de pouvoir bénéficier des indemnités au titre de l'activité partielle. Ok, donc la conclusion, c'est qu'il faut bien faire attention et invoquer les raisons les plus pertinentes et se préparer tout de même à des rabots, donc être prêt à avoir des arguments pour justifier de la baisse de l'activité ou en tout cas justifier de l'activation de l'activité partielle. Exactement, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une décision nette avec un motif très clair qui est économique et qui démontre que l'activité doit être arrêtée, moi je préconise quand même de fonctionner à bas régime, mais de quand même faire travailler les salariés en attendant d'avoir le décret d'application pour avoir, enfin le décret, oui, pour voir le champ d'application et pour être certain de pouvoir débrayer sur du chômage partiel. Parce que si les entreprises mettent aujourd'hui leurs salariés en activité partielle, de fait, les salariés vont moins travailler sans avoir derrière l'assurance d'être indemnisés. Donc, mon point de vue, en tout cas, d'expert comptable CFO, est de dire à mes clients, faites-les travailler au mieux, parce que pour l'instant, votre activité ne se prête pas forcément, n'entre pas forcément dans le champ d'application de l'activité partielle. Très intéressant tout ça, Franck. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui ont déjà été posées, donc on va pouvoir sélectionner celles qui reviennent le plus. Et les questions un petit peu spécifiques, on y répondra en complément par écrit après le webinar. Il y a la question qui revient souvent aussi, c'est comment je module. Donc, est-ce que je mets toute l'activité, enfin toute l'entreprise en activité partielle? Est-ce que je dois faire ça par département ou par branche? Est-ce que je peux faire individu par individu? Quel est ton avis là-dessus? Alors, c'est plus que mon avis, c'est le texte. Hein, en fait, c'est vraiment par établissement, voire par service, par business unit. La demande de chômage partiel est faite sur un volume d'heures, sur la maille du service, sur la plus petite maille du service, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller en dessous, on ne va pas demander du chômage partiel par salarié. Donc, c'est forcément par service. Donc ça peut être du service comptable, du service approvisionnement, du service livraison, etc. Donc on raisonne bien sur un niveau sur le niveau du service, et ensuite on raisonne sur la maille de l'entreprise si évidemment toute l'entreprise est fermée. Et ce sera notamment important pour les cadres au forfait jour, pour lesquels il faut que le service soit intégralement fermé pour que le salarié au forfait cadre jour, au forfait jour, puisse bénéficier de l'allocation, donc du remboursement de son salaire par l'État. Donc on reste sur la maille du service, de la business unit, pour décider si oui ou non on peut moduler le temps de travail. Après, la modulation, elle se fait en fonction des contraintes économiques. Ça peut être 2 jours sur 5, ça peut être tous les matins, ça peut être une semaine sur 2, le tout étant, et le plus important étant, de pouvoir le justifier d'un point de vue économique. Très bien, écoute, merci Franck pour tous ces éclaircissements. Ce que je propose, Mathieu, c'est qu'on avance au slide d'après sur le décalage des prélèvements. On pourra passer rapidement là-dessus. Franck, tu peux nous expliquer rapidement comment ça fonctionne, mais je pense que la plupart des participants aujourd'hui ont déjà entrepris ces actions et connaissent ça bien. C'est néanmoins intéressant d'en parler quelques minutes, puisque ça soulève aussi encore une fois pas mal de questions. Et après, on pourra passer à la session de Q&A pour cette partie, ce volet social. Parfait. Je te laisse la parole, Pierre. Non, mais je pensais que c'est toi qui en parlais. Pour le coup, je connais pas très bien les décalages de prélèvement, donc je veux bien que tu en parles. Sans problème. Alors, en l'état actuel des choses, au niveau des impôts, donc les impôts indirects, que sont la TVA, taxe sur le chiffre d'affaires, autres que la TVA, ne peuvent pas faire l'objet d'un report et d'un étalement dans le cadre des mesures exceptionnelles. On peut néanmoins faire des demandes d'étalement ou de report selon la procédure habituelle qu'on doit tous connaître.
concernant les impôts directs, donc concernant notamment l'acompte d'impôt sur les sociétés qui a dû être lancé il y a quelques jours, deux choses. Soit vous n'avez pas payé, et à ce moment-là, il faut faire une demande d'étalement. Il y a un formulaire qu'on pourra vous transmettre pour justifier, encore une fois, la demande de report et d'étalement, mais j'ai l'impression que le mot d'ordre au niveau des impôts est quand même assez net. Donc, à ce niveau-là, il n'y aura pas de refus. Si c'est déjà payé, les banques sont capables d'annuler un prélèvement quelques jours après le prélèvement. Et donc, si un acompte a déjà été versé, le client peut se retourner vers la banque et demander d'annuler le prélèvement CEPA qui a été opéré par les impôts. Donc, on peut revenir a posteriori sur le versement de l'acompte. Donc, sur les autres impôts, bon, bah, CFE, CVAE, c'est pas tellement le moment, mais effectivement, s'il y a des demandes, s'il y a des paiements mensuels de CFE, eh ben, on peut également les reporter. Concernant le paiement des cotisations à l'URSSAF, là, effectivement, c'est à peu près le même système. Donc, on peut demander à reporter et à étaler les cotisations salariales et patronales. Donc, ça, c'est quand même une grande nouveauté de pouvoir reporter les charges sociales salariales. Puisque auparavant, on pouvait un peu à tout moment, comme ce qu'il faut faire actuellement pour la TVA, demander des reports de paiement des charges patronales. Donc là, on peut le faire également pour la part salariale. Il y a d'emblée un report qui est possible de 3 mois, charge après à chaque client ou à vous, chaque expert comptable, de demander en plus un étalement ou un report au-delà de 3 mois. Donc le cas, je pense, sur le paiement de l'URSSAF, il y a eu beaucoup de littérature là-dessus, donc je ne pense pas que ce soit la peine de se pencher là-dessus davantage. Là aussi, pensez bien aux demandes de rejet de prélèvement qui sont faites, c'est-à-dire que s'il y a un prélèvement qui a été effectué, que ce soit par l'URSSAF, par les caisses de retraite, qu'on a beaucoup de mal à joindre, pensez simplement à supprimer, donc soit à ne pas prendre le prélèvement CEPA pour le paiement des cotisations sociales, soit à retourner, n'hésitez pas à vous retourner vers les banques des clients pour leur dire de stopper, d'annuler, de rejeter les prélèvements des cotisations sociales. Donc ça, c'est une petite nouveauté que j'ai apprise hier sur justement la possibilité de rejeter des prélèvements, a posteriori. Voilà, je pense que c'est les choses principales qu'on peut faire à ce jour. Ok, donc il y a une numérotation qui est en cours. On cherche en fait la deuxième personne qui est visiblement a des petits sujets pour accéder à l'audio. Donc désolé pour le contretemps. Franck, il y a des questions qui remontent là au niveau de l'échéance maximum qui est mentionnée au 15 mars. Est-ce qu'il y a est-ce que du coup là aujourd'hui du coup il est trop tard pour faire quelque chose? C'est quoi le point de vue là-dessus? Non, c'est-à-dire une fois que l'échéance est passée, encore une fois, on est le 20 mars, même si ça a été payé via un prélèvement CEPA, c'est pour ça que je parle de prélèvement, parce que quand on paye sur le site impôt.gouv ou via des DSN, ce sont des prélèvements. Et donc, on peut tout à fait se retourner vers les banques en leur demandant d'annuler le prélèvement. Et donc, j'ai eu plusieurs banques au téléphone et aujourd'hui, elles me confirment à peu près tous qu'à une semaine près, elles sont capables de revenir sur des prélèvements qui ont été effectués et de les rejeter. D'accord. Et il n'y a pas de date limite ça dépend des banques. Ça dépend des banques. C'est pas quelque chose dont ils font forcément la promotion. Il y a des banques qui vont au-delà d'une semaine, mais je ne voudrais pas lancer de mouvement de panique.
Et parce que, évidemment, revenir sur des prélèvements quand vous fonctionnez de cette manière avec des fournisseurs, revenir sur des prélèvements qui ont été faits, je ne sais pas, au-delà de 10 ou 15 jours, c'est plutôt anxiogène de le savoir. Parce que quand je l'ai appris, moi, j'étais un peu étonné qu'on pouvait revenir au-delà d'une semaine ou 15 jours sur des prélèvements. Donc, chaque banque, en fait, a ses propres règles. Et donc, chaque client doit appeler sa banque pour voir ce qu'il est possible ou non de faire. Mais une semaine, à une semaine près, c'est quasiment certain que ce soit possible. D'accord. Très bien. Bonjour. Ah, super, ça y est, on a récupéré notre quatrième intervenante. Bienvenue Alicia, merci. Merci. Top. Donc, on était en train de finir la partie sur la partie URSSAF notamment et les cotisations sociales. Parfait. Bah, écoutez, je propose qu'on avance du coup sur la prochaine catégorie de questions et la prochaine catégorie, donc notamment l'aspect trésorerie et finance. Juste une question qu'on n'a pas, je pense qu'il revient souvent, c'est est-ce qu'on peut mettre est-ce qu'on peut payer 100% du salaire? Je vois pas mal de questions dans le chat posées là-dessus. Oui. La réponse est oui. Mais comme le disait Franck tout à l'heure, sur le résidu de salaire, à savoir 20%, l'entreprise ne sera pas indemnisée et donc aura à payer bien sûr la totalité des charges patronales et salariales comme d'habitude. Voilà. Donc c'est une question qui est revenue souvent. On est passé un peu vite là-dessus, mais la réponse c'est possible. Mais ce n'est pas pris en charge par le chômage, l'activité partielle. Voilà. Top. Alors, on passe sur le plan dégradé au niveau et le prévisionnel de trésorerie. C'est bon pour tout le monde? Tout à fait. Impeccable. Je te lancer la partie, Pierre ou Alicia? Tout à fait. Alors, oui, effectivement, on va commencer sur cette partie avec Franck et après, on pourra parler des aides, de l'accompagnement exceptionnel qu'a mis en place BPI et Alicia pourra nous éclairer là-dessus. Là, pour démarrer, ce qu'on évoquait avec Franck, c'est que il y a une urgence et cette urgence, c'est d'aider les entreprises à y voir clair sur leur trésorerie à court terme. Donc là, vous les accompagnez peut-être pour certains d'entre vous déjà, vos clients sur cette partie-là. Il y a urgence à les aider à lister leurs dettes fournisseurs et ce de manière exhaustive. Les aider aussi à bien calculer les charges de personnel, de loyer qu'ils vont avoir à régler dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et puis bien sûr, il faut calculer un chiffre d'affaires de manière conservatrice en fonction du secteur. Typiquement, si on est dans le tourisme, on peut se douter que l'activité va être quasiment nulle dans les semaines qui viennent. Je prends un exemple bête, mais si on est une pharmacie, ça va dépendre des quartiers. Si on est dans un quartier résidentiel, l'activité va être fortement maintenue pendant les semaines de confinement et dans les semaines à venir. En revanche, si on est dans une zone professionnelle qui va être désertée, l'activité va quasiment être au ralenti. Donc, il faut aider les activités, enfin les entreprises à bien planifier leur chiffre d'affaires et à bien construire leur plan de trésorerie sur le très court terme, puisque pour certaines, il y a urgence à y voir clair et à financer leur trésorerie. Et puis, bien sûr, c'est le moment aussi de se plonger sur des plans de trésorerie un peu plus long terme, avec des prévisions de chiffre d'affaires qui vont pouvoir correspondre à différents scénarios de sortie de crise. Si on écoute les plus pessimistes aujourd'hui, on entend que la crise pourrait être profonde et qu'elle pourrait durer 2 ans. Et en réalité, c'est tout à fait plausible. Certains scénarios de crise sont plus optimistes. La réalité, c'est qu'il y aura probablement, en fonction des pays, des scénarios différents. Ce que l'on a pu voir, par exemple, pour la crise de 2009, c'est que la France avait plutôt amorti le choc grâce à un certain nombre de mesures et que l'effet de la crise s'était fait ressentir plutôt plus tard que les pays anglo-saxons, donc plutôt 2-3 ans après la crise. Ce qu'on a pu voir, c'est que dans les pays anglo-saxons, ça avait été plus brutal, plus rapide. Voilà, on peut prendre en considération ce genre de scénario pour aider les entreprises à diffuser leur… alors Mathieu, il y a un petit problème, voilà, pour diffuser leur chiffre d'affaires.
Et puis, bien sûr, l'idée, c'est de prendre une marge de manœuvre importante dans ces temps d'incertitude. Je ne sais pas, Franck, si tu veux peut-être compléter très rapidement là-dessus. Ouais, effectivement, mais c'est très juste ce que tu as dit et ça dresse un bon portrait de ce qu'il faut faire. Alors, de manière pratique, là, moi je fonctionne et comment on fonctionne au cabinet, c'est que on prend un calendrier simple avec la liste des fournisseurs, la liste des clients, si c'est du B2B, si c'est du B2C, on met juste une ligne chiffre d'affaires. On crée un certain nombre d'hypothèses d'aléas pour pouvoir jouer avec le prévisionnel en fonction des informations qu'on peut avoir. Donc si c'est une créance B2B, seul sur un fournisseur, sur un client, pardon, on sait qu'il va décaler le paiement, on décale le paiement, au lieu que ce soit payé le 20, on le décale le 4 ou le 5 avril parce qu'il nous a tenu informés de ces problématiques de règlement. Donc, je crée un onglet avec l'ensemble des variables sur les fournisseurs, les clients, donc tout le détail. Un autre onglet où j'ai une synthèse également par jour, où je reprends le détail des fournisseurs et des clients par jour et je rajoute le solde de début, le solde de fin et toutes les échéances hors fournisseur client, comme le salaire, les échéances, les entrées d'argent aussi, de remboursement de CIR et autres. Et puis ensuite, chaque jour, on regarde ce prévisionnel. On peut éventuellement donner la main au client quand il est un peu à l'aise avec ces notions-là, pour que lui mette à jour. Tiens, tel fournisseur a bien été décaissé, donc je le valide, je mets une couleur spéciale quand c'est validé. Et puis si c'est pas passé le 20, je le décale au 21 pour que mon prévisionnel de trésorerie soit à jour tous les soirs. Voilà pour la partie pratique. Et ensuite, effectivement, faire un plan mensuel à plus long terme, où là, on n'est plus sur des notions de travail au quotidien, parce que ça demanderait trop d'hypothèses et ça deviendrait trop complexe à tenir. Donc, on passe sur des prévisions mensuelles avec la production d'un compte de résultat, d'un bilan et d'un cash flow. Ce que peut faire relativement bien des outils comme Cegid ou autres, mais nous on a des matrices Excel pour justement essayer de modéliser un peu l'activité et pouvoir jouer avec quelques indicateurs de manière à percevoir rapidement les impacts de chaque changement d'hypothèse. Alors, c'est Mathieu, là j'interviens. Donc, au niveau des questions et des points qui sont remontés par les participants, donc il y a beaucoup de questions sur quel type de modèle on peut utiliser. Est-ce qu'il y a des matrices qui sont accessibles? Donc tu mentionnes des matrices en format Excel. Est-ce qu'il y a des modèles en fait qui existent et qui sont facilement accessibles ou qui sont communicables, quoi? Je peux en anonymiser un et puis le diffuser, te le transmettre, Mathieu, pour diffusion par la suite, si ça te va. Super, ouais. Nous de notre côté, si c'est bon pour toi, ce sera bon pour nous. Et vu la quantité d'échanges et de points qui remontent là-dessus, je pense qu'il y a un vrai besoin. Ouais. Le dernier témoignage, c'est cool. C'est effectivement un besoin important. En fait, c'est des pratiques qu'on fait quand il y a des problématiques de trésorerie, évidemment, quand il y a une trésorerie suffisante, voire abondante. On se préoccupe un petit peu moins de la trésor. On peut voir ça une fois par mois, mais quand on est dans des situations de crise comme celle-ci, mais il y a des entreprises qui ont des problématiques structurelles de trésorerie, dans l'attente d'une levée de fonds, de retrouver un nouveau business model et autres, effectivement, on est obligé de revenir à la maille du jour et du tiers, donc client-fournisseur. Là, on n'a véritablement pas le choix. Et n'essayez pas de faire un prévisionnel de trésorerie quotidien sur 36 mois. Vraiment, ça n'a pas de sens et ce sera beaucoup, beaucoup trop compliqué à maintenir. Là, on est dans un prévisionnel d'urgence, donc l'horizon, je dirais, il est sur 2 à 3 mois. Au-delà, personnellement, je ne sais pas s'il y a une pratique de marché, mais personnellement, je considère que c'est trop compliqué à maintenir. Par expérience, c'est trop compliqué à maintenir. Et en marge, effectivement, il faut faire un plan plutôt moyen terme qui, lui, dans tous les cas, vous sera demandé par les banques si vous souhaitez demander un emprunt ou une garantie. Eux, ils ont forcément besoin de voir à plus long terme.
Il y a Stéphane Stéphane Anglais qui dit que dans QuickBooks, on peut d'ailleurs très bien gérer la trésorerie. C'est une bonne remarque. Mathieu, je te propose qu'on avance et qu'on laisse la parole à Alicia. Du coup, c'est intéressant maintenant de comprendre de sa fenêtre comment l'information va être traitée par BPI et les dispositifs qui sont mis en place. Merci beaucoup. Donc, pour vous apporter un peu des précisions sur la manière dont on fonctionne chez BPI. Donc, en fait, ce qu'on est en train de faire, et je pense que les autres banques également, c'est essayer d'abord de donner un profil de risque à toutes les entreprises qui nous contactent, et un profil de risque qui soit très simple, qui soit fonction de la visibilité de trésorerie. Donc, en gros, on va distinguer les sociétés qui ont une visibilité à 3 mois, celles qui ont une visibilité de 6 à 12 et celles qui ont plus de 12 mois potentiellement. Alors, juste pour précision, comment on définit cette visibilité? Nous, on fait les choses de manière très simple. En fait, on va demander déjà au client de nous donner le montant de la trésorerie qu'il a en banque et le montant des créances qu'il a sous sa main, que ce soit des créances clients, des créances de crédit d'impôt, peu importe. À partir de ça, on va lui demander d'estimer vraiment les coûts incompressibles mensuels qu'il va avoir. Et tout simplement, on va diviser donc la trésor et les créances par les charges mensuelles. Et ça va nous donner la visibilité de trésorerie. Donc, généralement, d'ailleurs, ces coûts mensuels, ils sont assez faciles à connaître. Il suffit de prendre la moyenne des 3 derniers mois, par exemple. Et nous, notre intervention, elle va servir à, avant tout, pouvoir permettre aux sociétés de payer les salaires et donc d'éviter le licenciement à court ou moyen terme. Donc, selon les cas de figure et les profils de risque, nous, on va demander un plan de trésorerie, effectivement, uniquement. On n'est pas du tout là en train de parler de PNL en ce moment. Soit un plan de trésorerie sur 6 mois pour les cas les plus tendus, soit un plan de trésorerie sur 12, 18, voire plus. La bonne nouvelle, en tout cas, moi, ce que je peux constater quand même, alors il faut savoir que j'ai principalement des clients start-up parisiennes, mais la grande majorité des entreprises, quand même, a plutôt une visibilité qui excède les 4-5 mois. Et donc, nous, qui vont nous permettre de les accompagner avec des outils qu'on a déjà à notre main, qui sont pas nouveaux, qui sont pas des mesures d'urgence, mais qui peuvent, et d'ailleurs en temps normal, accompagner des sociétés qui ont, surtout pour les startups, cette visibilité de 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc ça, je fais passer le message, dites vraiment aux entreprises que c'est absolument essentiel que quand elles contactent BPI ou une autre banque, les entrepreneurs soient au moins au clair sur le montant qu'ils ont en banque et le volume de factures qui pourrait être mobilisé. Après, pour enchaîner peut-être sur les dispositifs, donc comme je vous le disais, il faut garder en tête que déjà nous, on continue à mettre en place nos dispositifs classiques. Donc surtout, moi, mon métier, c'est l'innovation. Donc tout ce qui va être les aides à l'innovation, les prêts innovation, tout ça, on continue à le mettre en place. Et évidemment, on privilégie pour les sociétés qui ont une visibilité de 6, 12 ou plus encore de mois. Mais à côté de ça, on a mis en place des mesures d'urgence. Alors, il y en a d'abord qui concernent nos clients déjà existants, qui ont déjà de la dette à rembourser. Donc, la première, c'est une mesure assez forte qu'on a prise puisqu'on a décidé de suspendre nos 2 prochaines échéances de remboursement, donc qui ont lieu systématiquement pour BPI en fin de trimestre, donc c'est-à-dire fin mars et fin juin. On a décidé de les suspendre d'ailleurs, que ce soit pour le capital, donc le principal de la dette restendue, mais également pour les intérêts. Donc, ça concerne pas mal d'entreprises et de clients BPI qui sont ce qu'on appelle en phase de différé de remboursement, mais qui doivent normalement payer des intérêts. On suspendra ces 2 prochaines échéances. Ça ne veut pas dire qu'on les annule. Pour l'instant, on fait le choix de les reporter à la toute fin de l'échéance d'amortissement des prêts et évidemment de manière, en 2 fois. Peut-être d'ailleurs vos clients vous en ont déjà parlé et je précise qu'il n'y a aucune démarche à faire
pour bénéficier de cette mesure. Ça se fait de manière automatique pour l'intégralité de nos clients. Et alors, et du coup, la question qu'on nous pose, Alicia, c'est donc comment ça se passe? Et du coup, on peut peut-être passer à la suite. C'est comment ça se passe pour les sociétés qui sont vraiment en mauvaise situation, pour lesquelles la trésorerie est déjà tendue? Oui, alors là-dessus, et du coup, c'est la slide 14, on a mis en place 3 mesures d'urgence. Donc, je vais commencer par la dernière parce que je pense que ça concerne les cas de figure les moins importants. Si vous avez des clients qui ont ce qu'on appelle chez nous une avance plus, c'est-à-dire une solution en DAI, en court terme, on va évidemment renouveler cette ligne et l'augmenter d'un volume de 30% de manière quasi systématique si le client utilise cette solution de manière active, si le client l'a utilisé dans les 6 derniers mois. Donc ça, c'est la première chose. Après, pour toutes les sociétés, clients ou pas clients BPI, on va utiliser notre mécanisme de garantie bancaire. Donc, en 2 mots, même si je pense que vous êtes informés, la garantie, en fait, c'est une assurance que BPI propose aux banques et qui leur permet de se couvrir contre le risque de non-remboursement, le risque de défaut. Initialement, ce mécanisme, on l'utilisait pour booster la croissance, pour que les banques prêtent plus. Et c'était déjà un mécanisme qui correspondait à 7 milliards dans l'économie chaque année et qui avait un effet multiplicateur de 3, en gros, puisque sur 3 € de dette, BPI en garantissait un tiers, la banque prenait des cautions, des nantissements sur l'autre tiers, et enfin, sur le 3e tiers, c'était un risque net pour la banque. Là, on va l'utiliser également, mais comme pendant la crise de 2008, pour inciter cette fois les banques non pas à proposer des prêts long terme aux entreprises, mais avant tout à proposer des prêts court terme. Donc cette garantie-là, elle va avoir un champ d'application en termes de typologie de financement chez les banques beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'on va garantir également toutes les solutions en court terme, donc des prêts qui vont aller sur une durée de 12 à 18 mois, parce qu'on veut quand même que les banques soient pas sur une logique trop court-termiste. Donc, on va garantir des prêts de trésorerie sur 12 à 18 mois. On va garantir des découverts bancaires, des facilités de caisse, de la DAI, du préfinancement de crédit d'impôt, du préfinancement de subventions, par exemple, de mobilisation de créances. Enfin, voilà, tout le panel que la banque peut avoir à sa main. Et au-delà de la massification en termes de type d'outils financiers, on va le faire sur des quotités, donc des couvertures de risque bien plus importantes qu'avant, puisqu'on va passer à 90% de couverture de risque pour les banques et on va octroyer cette couverture de manière très automatisée et en très grand nombre. Voilà, je vais peut-être passer du coup au dernier sujet, le prêt à tout, dont je pense pas mal d'entre vous avaient entendu parler. Donc, c'est un nouveau prêt, effectivement, qu'on a créé, qui n'existait pas il y a quelques jours, qui est un prêt qui est proche du prêt rebond, qui existe, par exemple, déjà en Île-de-France, et qui vise là à soutenir vraiment toutes les sociétés qui vont être extrêmement impactées par la crise, donc les secteurs évidemment prioritaires étant la restauration, la logistique, l'événementiel, la culture, et on va prioriser aussi ces fameuses sociétés qui ont moins de 3 mois de visibilité de trésorerie. La logique de ce prêt, c'est que comme d'habitude, il intègre pour BPI du différé de remboursement d'une durée de 6 à 12 mois. Et ensuite, en termes de durée totale, il va s'échelonner sur 3 à 5 ans. C'est un prêt sur lequel on ne prendra aucune garantie et dont le taux d'intérêt est encore à préciser, mais qui devrait être autour de 2%. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que ce prêt-là, il soit complémentaire d'un cofinancement. Donc, soit un cofinancement bancaire, un prêt bancaire qu'on pourra garantir à hauteur de 90%, soit d'un apport en investissement, peu importe la nature de l'obligation convertible, du compte courant d'associé ou autre. Mais l'idée, c'est qu'on veut vraiment pousser aussi le partenaire bancaire à intervenir de manière concomitante avec notre prêt à tout
Et pour l'instant, on serait sur une logique d'abondement à hauteur de 1 pour 1 à peu près. Donc là, est-ce que tu peux préciser, parce qu'on a cette question qui revient pas mal, Alicia, là on est d'accord, on parle bien de 1 euro prêté par la banque, et du coup BPI va prêter 1 euro en complément, c'est bien ça, hein? C'est exactement ça. Et évidemment, le montant total de ce prêt sera fonction du besoin de trésorerie sur les 6 à 12 mois à venir, étant entendu que l'objectif de ce prêt, c'est que les entreprises ne se voient pas obligées de licencier leurs salariés, tout simplement. Donc, c'est un prêt vraiment qui vient financer le salaire. Tout à fait, tout à fait. Peut-être que du coup, on peut passer à l'ensemble des questions. Mathieu, je ne sais pas ce que tu en penses sur ce sujet-là. Il y a quelques questions qui sont posées, qui sont très intéressantes. Très bien, ouais. Bah, avançons sur les questions directement. Donc, il y avait notamment cette question qui vient d'être traitée sur au niveau de l'abondement. Et est-ce que, donc, Alicia, comme vous l'a précisé, il faut qu'il y ait une contrepartie, donc soit qui vienne d'une banque, soit qu'il y ait un apport pour le coup en propre. Alors, j'ajoute juste une précision là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui est souhaité. Après, nous, on connaît notre rôle qui est essentiel. Donc, évidemment, pour les sociétés qui sont trop en situation de faiblesse, on n'attendra pas nécessairement que la banque puisse mettre en place son prêt ou puisse nous transmettre un accord. Par contre, on va essayer au moins d'avoir un échange ou un lien avec l'interlocuteur bancaire de la société. Très bien. Alicia, il y a une question aussi intéressante. Donc, tu as mentionné qu'il y avait que l'objectif du prêt, c'était notamment de garantir l'emploi. Donc, il y a une question qui est, est-ce que du coup, le prêt est octroyé sous condition justement de maintenir les emplois? Est-ce qu'il y a une condition du coup qui existe? C'est une condition morale, on va dire, mais non, il n'y aura pas de clause juridique liée à ça. D'accord, très clair. Top. Du coup, on va laisser quelques secondes encore à l'auditoire s'ils veulent poser des questions. Question qui me semble intéressante, qui est posée par Richard. Je la lis, puis après on essaiera de compléter. La question, c'est: pensez-vous opportun de financer une société avec des remboursements futurs alors qu'elle devra financer le quotidien avec son volume d'activité? Je pense que la question, indirectement, c'est comment les entreprises vont faire face à ces décalages. Parce qu'il est clair que là, elles vont passer 6 mois difficiles, mais du coup, au sortir de ces 6 mois, elles ne pourront pas avoir le cumul des reports à payer d'un coup. Là, si j'ai bien compris de ce que tu disais, Alicia, en fait, c'est un décalage de l'ensemble des mensualités. Oui, alors il y a deux choses par rapport à ça. Il n'est pas exclu que, et je vous dis ça parce que tous les jours et presque tous les demi-journées, j'ai des nouvelles informations qui arrivent. Il n'est pas exclu que cette suspension des deux prochaines échéances ne soit pas reconduite sur d'autres échéances encore. L'autre chose, c'est que nous, on va quand même faire un arbitrage, en tout cas sur mon métier qui est celui de l'innovation, entre le prêt à tout qui n'a qu'un an de différé de remboursement et les autres prêts qu'on met en place d'habitude qui ont plutôt 2 ans ou 3 ans de différé de remboursement. Et évidemment, on va choisir ce deuxième cas de figure pour des sociétés qui ont plus 6 mois ou plus de visibilité de trésorerie, de manière à ce que justement, comme vous le mentionnez, elles ne se retrouvent pas dans une impasse de remboursement de dettes au moment où l'activité repart. Mais pour celles qui sont en trop grande difficulté, on est obligé de proposer quelque chose qui soit rapidement mis en place, le prêt à tout. Après, est-ce que les remboursements au bout d'un an pourront faire l'objet d'une restructuration? Ça, je peux pas vous dire. Mais notre objectif avec ce prêt-là, c'est d'abord de réagir vite et d'injecter du cash. Et alors du coup, c'est très intéressant, Alicia. Du coup, une question qui est pas mal posée aussi dans le chat, c'est: est-ce que toutes les entreprises sont éligibles à cette aide financière? Et du coup, c'est peut-être intéressant que tu expliques comment vous allez appliquer les mesures en fonction du niveau de besoin de l'entreprise.
Alors, toutes les entreprises sont éligibles à ce dispositif, TPE, PME, y compris les ETI. C'est un dispositif majeur sur lequel on a négocié 300 milliards d'euros avec l'État. Pour les ETI, on pourra même monter jusqu'à 30 millions d'euros de prêts. Et en termes donc de secteur d'activité, tout est éligible, sauf peut-être dans le domaine agricole certaines exploitations. Mais sinon, tout est éligible. Et par contre, il faut simplement avoir déjà clôturé un premier exercice. Et comment on va évaluer le montant de prêt qu'on pourrait octroyer sur ce prêt à tout? C'est comme je vous le disais, on va demander à la société de nous transmettre un plan de trésorerie sur 6 à 12 mois. On va regarder le montant des charges mensuelles incompressibles, comprenant notamment les salaires. Et on va essayer soit de financer la moitié, en sachant que la banque pourra financer l'autre moitié sur les 6 prochains mois ou les 12 prochains mois, soit de tout prendre dans le cas où ce serait une situation trop critique et que la banque serait pas prête à suivre. Très bien. Alors, Alicia, pour lire les différentes questions qui arrivent, on a beaucoup de questions autour des entreprises qui aujourd'hui n'emploient pas de salariés et qui soit ont prévu d'employer quelqu'un et qui sont en train de reconsidérer compte tenu du contexte actuel, ou tout simplement qui n'emploient pas de salariés. Est-ce que ces dispositifs peuvent également s'appliquer pour cette typologie d'entreprise? Alors oui, nous on n'exclut aucune, en tout cas typologie et statut juridique, on va dire, d'entreprise. Donc je pense notamment aux SASU. Après, on va quand même privilégier, je peux pas vous le cacher, les sociétés qui ont des salaires à payer. Ça c'est évident. Mais pour ce qui est par exemple des jeunes startups qui n'auraient pas encore embauché ou bien qui auraient que des stagiaires ou des alternants, nos dispositifs en financement de l'innovation, qui vont être toutes ces petites subventions à hauteur de 20-30 000 euros, continuent à pouvoir être mises en place. Simplement, elles ne seront pas nécessairement prioritaires, mais je pense que vous avez vu passer l'information par ailleurs. Il y a le fonds de solidarité dédié aux petites entreprises qui pourra potentiellement prendre le relais sur les indépendants et les sociétés qui feraient peu de chiffre d'affaires ou pas. Très bien, ouais. On avait également quelques questions qui reviennent autour du délai de traitement actuellement quand on envoie un dossier du coup pour l'une ou l'autre de ces aides. Combien de temps tu estimes toi que ça prend chez BPI avant de fournir une réponse? Alors, il y a 2 cas de figure. Sur la garantie bancaire, donc pour les banques, nous, pour tout vous dire, on a mobilisé aujourd'hui 500 salariés de BPI France pour traiter ces demandes, dont le cœur de métier n'était pas initialement le financement des entreprises. Donc sur cette garantie-là, qui, comme vous l'avez compris, est le premier levier de par son envergure, on s'est engagé sur une réponse à la banque sous à peu près 5 jours. Pour ce qui est des prêts en direct, j'aimerais pouvoir vous donner un délai et évidemment, je vous dis qu'on fera le plus vite possible. Après, aujourd'hui, on a un arbitrage à faire entre rassurer au téléphone les entrepreneurs et mettre en place le prêt. Donc, pour l'instant, le mot d'ordre qui nous a été donné, c'est de rassurer les entrepreneurs parce qu'aujourd'hui, on reçoit 6 000 appels par jour sur le numéro vert. Mais dès aujourd'hui et dès lundi, on sera extrêmement opérationnel sur la mise en place des prêts à tout, etc. Et pour tout vous dire, notre direction nous a donné l'objectif de donner une réponse sous 10 jours entre le moment où on reçoit une demande de prêt à tout et le moment où on transmet les fonds, où on verse les fonds à la société. Mais pour ça, il faut nous aider à aller vite. Et donc, il faut vraiment dire aux entrepreneurs que quand ils nous contactent, il faut qu'ils nous contactent de manière privilégiée par mail, de manière privilégiée en sollicitant l'interlocuteur qu'ils ont déjà chez BPI France, le chargé d'affaires qui est déjà en communication avec eux, et en lui donnant les choses simples que je vous mentionnais, le niveau de trésorerie à date, les créances clients
et un plan de trésorerie sur 6 à 12 mois, ainsi qu'un petit descriptif de l'impact de la crise sur l'activité. Parce que je tiens juste à mentionner qu'il y a quand même des conséquences différentes selon les typologies d'activité. Il y a des entrepreneurs qui du jour au lendemain ne peuvent plus maintenir leur activité ou leur production. Il y en a d'autres qui sont dans un autre cas de figure qui est celui du maintien d'une production, mais par contre de remise en cause de contrats ou de mise en risque de la transformation de certains de leurs prospects. Très bien, super. Merci beaucoup Alicia pour ces précisions. Je propose qu'on passe à la prochaine partie, notamment autour des factures du coup qui sont probablement à prioriser en termes de paiement et celles qu'on va pouvoir repousser un peu. Pierre, je t'envoie la parole du coup. Très bien, merci Mathieu. Oui, pour conclure, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé. On ne va pas passer trop de temps là-dessus. Notamment, Bruno Le Maire a pas mal évoqué la capacité de ne pas payer son loyer ou d'interrompre le règlement des factures d'électricité, etc. Donc là, il faut démêler le vrai du faux. Attention, il y a beaucoup d'effets d'annonce. La réalité, c'est qu'une entreprise qui ne paye pas son loyer, aujourd'hui, elle se met quand même en regard de la loi à risque, donc il faut faire attention. Et je pense que ce sont il faut conseiller à ses clients de faire attention sur ces sujets-là. Néanmoins, il est vrai que le contexte appelle à l'échange, à la négociation. Les entreprises peuvent faire appel au médiateur, aussi bien médiateur des entreprises que le médiateur du crédit. Donc, accompagnez vos clients dans ces démarches-là. Attention pour autant à ne pas avoir des comportements trop durs avec ses créanciers. C'est vrai qu'on voit écrit pas mal qu'il est possible d'arrêter de payer son bailleur et arrêter de payer ses factures. C'est pas tout à fait vrai. On a vu des grands magasins, par exemple, annoncer qu'ils allaient interrompre tout règlement fournisseur. Attention, si les entreprises arrêtent de se payer entre elles, on va quand même au-devant de gros problèmes. Donc, il faut, je pense, appeler tout le monde à la prudence et à garder la tête froide dans cette crise. Voilà. Je peux te laisser conclure maintenant, Mathieu. Peut-être le dernier point que je voulais évoquer, c'est qu'on a beaucoup parlé des aides de BPI France qui sont exceptionnelles. Hein. Les mesures de soutien sont vraiment exceptionnelles et je pense qu'elles vont aider les entreprises à passer la crise. Certaines banques ont aussi mis sur pied des dispositifs exceptionnels et très efficaces. Je pense par exemple à BNP Paribas, qui a fait des délégations de pouvoir à tous ses responsables commerciaux, même en agence. Les agents commerciaux peuvent décaler les prêts pendant 6 mois, peuvent les décaler de 6 mois. Donc, saluons ici aussi l'initiative des grandes banques. Voilà, je te passe la parole, Mathieu. Super, merci Pierre. Peut-être avant le mot de la fin, il y a 2-3 questions qui sont remontées là encore de l'auditoire pour notamment Franck, je pense. Franck, tu es toujours là? Oui. Super. Alors, il y a une question notamment qui est, est-ce que je peux mettre mon cabinet d'expertise comptable en activité partielle? Pour arriver à le justifier, si effectivement le cabinet d'expertise est principalement basé sur des déplacements en clientèle pour aller faire des comptabilités en clientèle, bah, ça peut facilement se comprendre. Si maintenant vous êtes parfaitement organisé et digitalisé et vos salariés peuvent travailler à distance, ça va être compliqué de le faire passer. Et puis après, faut garder la raison. C'est-à-dire que aujourd'hui, s'il n'y a pas de déplacement client habituellement, c'est-à-dire que les salariés travaillent principalement au bureau, ils peuvent pour la plupart travailler. Donc, moi, en tout cas, j'ai fait ce choix-là, même si parfois, pour certains collaborateurs, c'est un peu compliqué de faire du home office. Je l'assume, je l'assumerai le temps qu'il le faudra. Aussi pour avoir un maximum de bande passante pour nos clients qui sont inquiets, clairement, ils sont très inquiets. Donc oui, c'est possible. Alors des cabinets d'expertise comptable qui font du commissariat aux comptes, par exemple, j'ai eu un confrère qui a mis des personnes du service commissariat aux comptes en chômage partiel, en activité partielle, parce que justement ils avaient des déplacements prévus et il n'y a rien au niveau des justificatifs, des factures et autres
qui était prévu de manière dématérialisée. Donc là, c'est effectivement une bonne raison. Maintenant, encore une fois, je ne peux pas garantir à aujourd'hui que la Directe va accepter. À aujourd'hui, on n'a pas eu le cas, donc on ne peut pas être certain de l'acceptation de la Directe. Donc, même mot d'ordre que pour mes clients, dire on fait travailler les collaborateurs au maximum. Et si demain, on y voit un peu plus clair, à ce moment-là, on prendra une décision sur la base de textes qu'on connaît. Mais au moins, vous ne mettrez pas des salariés au chômage partiel pour ensuite ne pas avoir d'allocation, parce que du coup, ils sont au chômage partiel et vous devrez les payer plein pot. Donc, autant essayer de les occuper au maximum, et dès qu'on y voit un peu plus clair, à ce moment-là, on prend une décision sur la base de textes qui sont clairs et figés. Super. Merci, merci Franck pour ces précisions. Très bien. Écoutez, merci à tous pour votre participation et surtout la dynamique de ces échanges. Donc, on a encore une fois vraiment notre objectif, c'était vraiment de faciliter ces échanges, les réponses à toutes ces questions que les gens peuvent se poser au fur et à mesure. Les questions, donc il y a tout un ensemble de questions qu'on n'a pas pu adresser. Donc, on va revenir vers vous avec des options de réponse quand on en a à vous partager. On va également vous partager là, les ressources qui ont été présentées. Et merci Franck également d'avoir proposé de partager un modèle sur le plan de trésorerie prévisionnelle. Donc ça, c'est top. Tout ça va vous être envoyé à l'issue de ce webinaire. On vous a listé également tout un ensemble de ressources avec des liens vers des sites officiels tels que la BPI, les médiateurs, la Banque de France, Forum de France Digital, Serena Capital, tout ça. Il y a beaucoup vraiment d'informations là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller là-dedans. Ça peut être différents éléments en complément de ce qu'on va vous envoyer. Je remercie, je pense avec Pierre chaleureusement nos Franck et Alicia donc, qui ont aidé, qui étaient présents pour vraiment répondre à vos questions et partager leur expertise sur les sujets. Donc merci à vous deux pour cette présence. On vous souhaite beaucoup de courage pour arriver à passer du coup ces étapes et cette situation avec vos clients. Si jamais vous identifiez des pistes sur lesquelles des sociétés comme Libéo ou QuickBooks pourraient vous aider, n'hésitez pas à revenir vers nous. Avec Pierre, on sera ravis de pouvoir considérer en tout cas ces propositions. On vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Bon courage et à très vite.